Bonjour les David Leclerc de Badger Investor. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous enseigner, enfin en tout cas de vous montrer comment on peut essayer de s'en sortir vivant du marché et s'y retirer du profit du marché grâce à une technique tout simple qui est la technique des impulsions. Alors cette technique est composée de divers éléments. Je vais essayer de vous montrer chaque élément un par un et ensuite comment les mettre ensemble. Alors attention, pour chaque élément, quand je dis que je vais vous expliquer chaque élément un par un, on ne va pas entrer à l'intérieur vraiment du calcul mathématique qui a permis de mettre en place cet élément. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir détecter les signes qu'on va pouvoir utiliser dans notre trading. Maintenant, si vous voulez connaître chaque élément un par un, je vous invite à lire quelques-uns de ces livres qui sont tous très intéressants. Ça prend un petit peu de temps, mais enfin, bon voilà, et avec des capsules de 1 heure, eh bien, on se limitera à simplement savoir comment les utiliser. On ne veut pas tellement savoir comment est construite une bagnole, on veut plutôt savoir comment on va la conduire. Mais passons directement au programme. Donc, la technique d'analyse Badger Investor est un système qui est basé sur l'analyse des impulsions. Dans ce système, nous analysons donc les tendances, mais aussi bien sûr les retournements, ce qui va faire qu'on va entrer en position. Pour cela, on a différents outils dans le graphique, différents outils en dehors du graphique qui se composent uniquement de 3 indicateurs. Et avec ces outils, ça va nous permettre de faire un suivi d'impulsion. Alors, je vais vous expliquer tous les outils utilisés de manière séparée. Comme je le disais, c'est pas tellement comprendre comment ils ont été construits, mais plutôt savoir comment les utiliser, c'est-à-dire pouvoir repérer les signaux que tous ces éléments vont nous donner pour pouvoir nous forger une opinion pour suivre une impulsion ou non. Alors, dans les théories que nous allons voir ensemble, en gros, voici ce que nous allons voir et étudier. Il y aura bien certainement des ajouts à tout cela. On verra les principales configurations japonaises, les bandes de Bollinger, les moyennes mobiles, les canaux de tendance, de support et de résistance, mais aussi la fourchette de Andrews, les indicateurs dont je vous ai parlé. Ensuite, on verra comment calculer des objectifs afin de voir si l'opération qu'on veut suivre est intéressante ou non. On fera un suivi de position par des stop-loss et tout ça aussi agrémenté d'un peu de money management. Commençons d'abord par une information générale sur les investissements, mais aussi une petite présentation sur moi, sur Badger Investor, parce qu'on me pose souvent la question, quel diplôme j'ai, qu'est-ce que j'ai fait comme étude pour arriver là aujourd'hui. Et je recommence parce que j'ai le truc là en dessous qui me casse les pieds. Voilà. Alors, on va commencer par une petite introduction au monde financier, mais également une petite présentation de moi-même, vous montrer un peu qui je suis et comment je suis arrivé à faire cela aujourd'hui, parce qu'on me pose souvent la question, quel type d'études et comment j'ai fait pour en arriver où je suis. Donc voilà, je trouvais aussi parfois intéressant de savoir à qui on a affaire, et on va un peu parler de ça maintenant. Alors, je vous le disais, l'introduction, présentation, mon parcours, mes objectifs. On parlera un peu des comptes bancaires, des rendements actuels selon les produits. On parlera bien sûr de la bourse, son principe de base, des analyses macroéconomiques, l'analyse fondamentale et également l'analyse technique, mais également un petit peu de gestion privée, ça va aller assez vite, soit via des comptes titres actions PEA CTO, soit via des fonds de placement. Et qu'est-ce que moi j'essaie de vous apporter dans tout ça. Alors, qui je suis d'abord? Ben là, c'est une belle photo de moi quand j'étais encore tout beau, tout rasé, pré-confinement, on va dire. Avec mes belles lunettes de banquier, j'ai vraiment le style qu'il faut avec la fonction. Mes formations de base, c'est des formations secondaires supérieures en sciences, puis en management d'équipe. Je suis passionné de bourse et d'analyse technique depuis 2008. J'ai fait ma formation en France via le site Trading School et Univers Bourse. Pourquoi en France? Parce qu'en Belgique, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose mis à part du côté néerlandophone. Alors, j'ai fait beaucoup de formations via la lecture. Vous avez vu, ma bibliothèque, elle est remplie. Encore, c'est une sélection de bouquins, beaucoup de lectures, beaucoup de formations Internet, comme vous êtes en train de le faire maintenant. Donc, moi aussi, j'ai regardé plein de vidéos. Moi aussi, j'ai payé des gens qui m'expliquaient un peu comment ils fonctionnaient. Et en 2010, je suis passé gestionnaire du site Badger Investor avec un système de trading que j'ai appelé simplement Badger Investor depuis 2011, où on fait du stock picking sur action. Alors, je suis conférencier fréquent à la salle boursière de Charleroi, qui est un club d'investisseurs où je vais moi-même simplement donner mon avis sur l'évolution du marché. Je suis également conférencier pour d'autres événements de trading à Bruxelles ou à Namur. J'ai été également fournisseur de contenu pour des revues spécialisées ou des sites internet, et je fais bien sûr des présentations de webinaires live que j'ai fait aussi pendant tout un moment.
Je suis depuis 2016 conseiller financier avec une agrégation FSMA. FSMA, donc c'est l'autorité financière des marchés belges. Et je suis depuis 2017, suite à avoir été repéré, mon site Major Investor a été repéré via Internet par un gérant de banque AXA. Il m'a présenté ses responsables et depuis 2017, eh bien, je m'occupe moi-même de l'investissement pour les particuliers au sein de AXA Bank dans la région de Mons. Alors parlons un petit peu justement de la banque. Qu'est-ce qu'on a à disposition? On a le compte courant. Le compte courant, vous le connaissez, c'est le compte classique avec l'utilisation au quotidien, une fois le salaire. Là-dessus, il y a peu d'intérêt, voire pas du tout. Il y a peu de frais en tout cas. Il commence à en avoir de plus en plus, mais il y a peu de frais par rapport à des placements en tout cas. Et il n'y a aucun risque de perdre son argent, mais malheureusement aucun risque d'en gagner beaucoup aussi. Alors le compte d'épargne, lui, qu'est-ce que c'est le compte d'épargne? C'est une réserve avec une possibilité d'accès rapide. Donc à quoi sert ce compte épargne? C'est pour mettre un petit montant qu'on estime plus ou moins dans l'ordre de 10 000 euros. Qui équivaut entre 3 et 5 fois le salaire en fonction de votre salaire. C'est une réserve pour un projet à court terme ou vraiment si on a un problème, genre on est en plein hiver, la chaudière pète, eh bien il faut pouvoir mobiliser de l'argent rapidement et ne pas devoir aller prendre dans les placements qu'on a fait, parce que si malheureusement c'est pas le moment de récupérer les placements parce qu'ils sont en perte ou alors ils sont en pleine phase de hausse et donc c'est un peu dommage de les récupérer, c'est à ça que va vous servir votre compte épargne, mais également pour des projets court terme, c'est-à-dire que si vous décidez d'acheter par exemple un mobil-home l'année prochaine, eh bien ne décidez pas de mettre cet argent dans des placements boursiers ou des investissements financiers, parce qu'il se peut que pour l'année prochaine, eh bien votre rendement soit inférieur à votre mise de départ, et ce serait un peu dommage de vous priver de votre projet. Alors sur le compte épargne, il y a de l'intérêt qui est possible avec des primes de fidélité, mais attention au risque d'inflation. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser trop d'argent sur le compte épargne. Ça ne sert à rien, c'est une fausse sécurité, mais on verra ça un petit peu plus loin. Alors le compte à terme, c'est quoi? C'est une forme de compte épargne, si vous voulez, sur lequel on bloque de l'argent pour une durée déterminée. Donc on peut bloquer l'argent pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Et en fonction de la durée où on le bloque, c'est-à-dire que plus cette durée est longue, eh bien plus on aura un intérêt. Au maximum, on peut trouver de 1,8%. Alors je vous dis tout de suite qu'il faut faire attention parce qu'on a eu le cas en Belgique en 2009. On a eu une banque irlandaise, donc toujours dans l'Union européenne heureusement, qui est venue proposer aux épargnants belges des rendements sur compte épargne de 8%. Nombre d'épargnants se sont laissés tenter par l'aventure, ont été placés donc leur argent dans cette banque, Copting, qui a fait faillite 6 mois plus tard, et il a fallu quasiment 10 ans pour récupérer son argent. Tout ça pour vous dire quoi? C'est que attention, quand vous voyez des rendements qui garantis qui dépassent les 2%, bien souvent c'est qu'il y a une arnaque derrière, ou en tout cas quelque chose qui n'est pas très correct par rapport à ça. Alors le bon d'État, ça existe encore, même si ça ne rapporte plus grand chose, hein, ça existe encore. C'est quoi? Donc c'est un prêt que le particulier ou qu'un autre État peut faire à un État avec un rendement fixe et une durée déterminée. Donc possibilité de placer son argent à 8 à 10 ans, mais malheureusement on perd un peu du rendement si on le récupère. Le rendement est souvent faible, entre 0,30 et 0,60%. Lors de la dernière émission belge, c'était pas beaucoup plus haut. Et en plus, attention, en Belgique et en France, je pense c'est le cas également, taxation à 30% des bénéfices via le précompte. Alors les obligations d'entreprise, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des prêts du particulier à des entreprises, même fonctionnement que pour le bon d'État, avec un pourcentage déterminé à l'avance entre 1 et 5% brut, hors taxes, hors frais, et une durée déterminée entre 4 et 8 ans, avec un capital garanti, sauf s'il y a faillite. C'est-à-dire que pendant la période où vous avez souscrit, admettons 4 ans à 3%, mais pendant les 4 ans, toutes les fins d'année, vous recevez 3% de votre capital. Et à la fin des 4 ans, eh bien, vous récupérez tout votre capital avec la dernière tranche d'intérêt. Sauf si eh bien, l'entreprise fait faillite, alors là, vous perdez et les intérêts et le capital qui était normalement garanti. Alors la bourse, justement, la bourse, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simple, la bourse. La bourse est un simple lieu de rencontre entre des vendeurs et des acheteurs via un intermédiaire qui peut être une banque ou un broker.
À quoi sert la bourse? La bourse sert principalement à apporter des liquidités pour les entreprises, à pouvoir se financer également, tout en faisant participer les particuliers ou d'autres institutions à leur capital. À quelle loi répond la bourse? Ça aussi, c'est très très simple. C'est simplement la loi de l'offre et de la demande. Voilà, simplement ça. Et il faut essayer de comprendre et de suivre cette offre et cette demande. Alors, il y a une multitude de produits avec ou sans effet de levier. D'ailleurs, je ferai une petite partie qui parlera des turbos aussi. Mais de manière générale, la technique que moi j'utilise et que j'emploie fonctionne très très bien en swing trading pour des actions. Peut également fonctionner pour ces ETF à condition que vous analysez le sous-jacent, bien sûr. Et il y a vraiment plein de choses. Vous pouvez vous amuser à trouver des produits tous construits de manière plus bizarre les unes que les autres. L'avantage de la bourse, c'est que c'est un rendement qui peut être bien sûr élevé, sinon vous ne seriez pas là. Et attention, parce qu'il y a également possibilité d'un risque total du capital. Et ça, vous le savez aussi, sinon vous ne seriez pas là non plus. Alors, pour profiter de la bourse, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez vous faire conseiller via votre banque ou via un bureau d'investissement. Faire une analyse vous-même, mais ça demande une formation, d'où les petites vidéos. On peut faire de l'analyse macroéconomique. L'analyse macroéconomique, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une situation du marché mondial via soit des statistiques, via soit des news qui vous permet de poser un tableau de comment fonctionne un petit peu le monde économique pour l'instant en fonction des tensions géopolitiques, mais également des situations exceptionnelles. Et les situations exceptionnelles, qu'est-ce que c'est? Ben, ça peut être des catastrophes naturelles, ça peut être des pandémies, mais ça peut être toutes sortes d'événements qui viendraient un petit peu bouleverser le monde économique dans son ensemble. L'analyse fondamentale, elle, c'est autre chose. L'analyse fondamentale, c'est l'analyse du bilan comptable d'une société, l'analyse des perspectives du marché également, essayer de voir si cette société répond aux besoins du marché, voir si son endettement est correct, voir si elle verse des dividendes et essayer de livrer ses chiffres comptables également. Donc ça, c'est vraiment l'analyse fondamentale qui permet de voir si une société a les reins solides en cas de potentiel problème. Mais moi, ce que je fais, c'est uniquement l'analyse technique. Un peu d'analyse macroéconomique, bien sûr, mais surtout de l'analyse technique. L'analyse technique, c'est quoi? C'est uniquement l'analyse du graphique. L'analyse du graphique, elle se base sur les événements du passé pour établir les scénarios qui peuvent anticiper l'avenir. Ça se base aussi surtout sur la psychologie du marché. Même si nous-mêmes, ce qu'on veut absolument pour nous, c'est éviter d'entrer dans ces réactions et ces choix d'ordre psychologique. On va faire des choix plutôt d'ordre mathématique avec des signaux qui nous montreront si c'est positif ou si c'est négatif. L'analyse technique, ça nous aide surtout à faire des choix de bon timing d'entrée et de sortie. En effet, si j'ai un dossier qui me paraît être un dossier solide, même au niveau fondamental, eh bien, tant que le graphique ne décolle pas, vous ne gagnerez pas du bénéfice. Et tant que la psychologie autour de cette valeur n'est pas positive, vous ne gagnerez pas de bénéfice non plus. Donc, il faudra attendre de voir quel sera le bon moment pour entrer dans cette valeur, mais également le bon moment pour en sortir. Parce qu'il se peut que le marché entoure une valeur de manière importante, que cette valeur monte, mais à un certain moment, soit le marché change, soit la psychologie par rapport à cette valeur change, soit on trouve qu'elle est trop chère, et peut-être qu'à ce moment-là, il faudra envisager de sortir de l'opération et récupérer les bénéfices. L'analyse technique, ça aide surtout également à fixer des objectifs précis, réalistes et réalisables. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand vous montez dans votre voiture pour aller quelque part, vous savez où vous voulez aller. Ne pas fixer d'objectif sur une opération de trading, c'est comme si vous montiez en voiture sans savoir où vous voulez aller. Vous roulez, et bien souvent vous arriverez nulle part. Fixer des objectifs, ça va vous aider à prendre du bénéfice et à concrétiser ces bénéfices. L'analyse technique, ça permet également de protéger les gains par des techniques de stop loss qui sont quasiment obligatoires à placer dans les moments actuels. Mais je pense que moi, ça fait 10 ans que je fais, plus de 10 ans que je fais du trading. Et du stop loss, j'en ai toujours eu besoin et vous en aurez, je pense, toujours besoin. Car n'importe quel événement peut venir troubler l'évolution de la valeur que vous avez choisie. L'analyse technique, ça permet également d'établir des stratégies d'investissement
pour pouvoir entrer de manière progressive ou même sortir de manière progressive de certains investissements que vous voudriez accumuler ou bien que vous voudriez mettre en place. Mais le principal de l'analyse technique, qu'est-ce que ça va être pour vous? Ce sera surtout laisser courir les gains et couper les pertes. Alors, si vous souhaitez tout de même profiter de la bourse, mais que vous ne savez pas vous en occuper vous-même ou vous n'avez pas le temps, eh bien, il y a la possibilité de passer par la gestion de patrimoine. La gestion de patrimoine, c'est un peu ce que je fais au niveau de la banque, c'est-à-dire que c'est pour les particuliers ou pour les entreprises qui ne veulent pas gérer eux-mêmes leurs capitaux. Pourquoi ils veulent passer absolument par le milieu boursier? Parce qu'ils ont bien compris que ça permet un meilleur rendement que des placements de base, que ce soit le compte épargne ou autre, et un moins fort rendement qu'en bourse, parce que malgré tout dans la gestion de patrimoine, il y a des frais et parfois des taxations, et donc voilà, ça donne un moins fort rendement qu'en bourse, mais avec un risque qui est normalement beaucoup plus faible qu'en bourse aussi. On joue sur la répartition géographique, on joue sur la répartition sectorielle, on fait des combinaisons entre des obligations et des actions, ce qui fait qu'on arrive à diminuer le risque tout en gardant un rendement qui est bien sûr plus intéressant que le simple compte épargne. C'est une gestion personnalisée, en effet, en fonction du profil et des besoins. Les investissements ne seront pas les mêmes si vous voulez faire du placement à 5-10 ans ou si vous voulez faire du placement à 3-5 ans. Ce ne sera pas la même chose. Et les conditions sont toujours négociables en fonction du capital investi. En effet, vous n'aurez pas, vous, en tant que particulier, les mêmes conditions qu'une entreprise, sauf si vous êtes aussi riche que celle-ci. Alors, comment se passe la gestion de patrimoine? Souvent, ça se fait en placement en fonction de votre profil MiFID. Le profil MiFID, c'est un profil européen qui est obligatoire, qui permettra de déterminer vers quel fonds de placement catégorisé on peut vous orienter. Ça peut être aussi un mélange avec des comptes devises, avec des obligations ou simplement laisser une partie en cash. Ce qui est plus important à comprendre, et je pense que ça vous l'avez bien compris, c'est pour ça que vous êtes là, c'est que le fait de laisser son argent sur un compte d'épargne est un faux sentiment de sécurité. En effet, pourquoi c'est un faux sentiment de sécurité? Parce que le calcul est vite fait avec une inflation de 2% en moyenne. Si je place 100 000 euros sur un compte épargne pendant 5 ans, eh bien, je me retrouve avec 90 024 de pouvoir d'achat, parce que ça ne veut pas dire que vos 100 000 euros auront disparu, vos 100 000 euros seront toujours présents, quoique maintenant avec les frais annuels qui vont en augmentant, il y aura peut-être quand même un petit peu moins que 100 000 euros, mais vous ne pourrez pas faire la même chose avec vos 100 000 euros dans 5 ans que les 100 000 euros d'aujourd'hui. Et pour bien faire comprendre ça, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'explique simplement le phénomène suivant. Quand l'euro a commencé en 2001, donc ça c'était quand même il y a déjà 20 ans, eh bien à l'époque avec 100 euros, on pouvait largement remplir son caddie, ça débordait. Maintenant, pour vous voulez remplir le caddie, eh bien, il vous faut entre 150 et 180 euros en fonction de ce que vous achetez. Voilà comment on peut facilement visualiser le phénomène d'inflation. Alors après cette petite introduction au monde financier qui je pense était quand même nécessaire, un petit préambule, ça peut toujours servir, on va maintenant s'attaquer plutôt à l'introduction de l'analyse technique et vraiment au principe de base. C'est parti. Alors, par où commencer? Eh bien, savoir que tout d'abord, ça va vous prendre de l'investissement en temps, cette formation. Et le fait de vouloir apprendre vous-même à faire du trading. Il y a différents programmes également à utiliser. Il y a différentes sources d'informations à connaître. Il faut également à ce moment se poser la question du capital pour commencer. Mais aussi, bien sûr, se fixer des premières règles de base qui sont des règles de money management afin d'éviter quelques catastrophes. L'investissement en temps, eh bien cette formation, afin de comprendre vraiment la technique, c'est ça qui va vous prendre le plus de temps. Je pense qu'une fois que vous aurez fini la lecture de ces vidéos, qui déjà va vous prendre quelques heures, eh bien, pour pouvoir maîtriser les différents éléments de cette technique, il vous faudra au moins un mois si vous effectuez au minimum 1 heure d'exercice par jour. Donc j'ai déjà d'autres personnes qui ont suivi la formation et qui, eux, ont pris le pli de m'envoyer de temps en temps quelques graphiques via ProRateTime. Je vous montrerai comment faire pour envoyer ces graphiques. Et donc, ils envoient des graphiques sous forme d'exercice et je leur dis, oui, c'est bien, tu as bien vu ce qu'il fallait regarder. Ou bien je leur dis, non, attention, ici, telle ou telle chose ne sont pas correctes, il faut rectifier. Donc si vous faites ces exercices pendant environ un mois, eh bien je pense que vous commencerez vraiment à bien maîtriser cette technique.
La formation à l'outil d'analyse ProRealTime, ça prend environ une semaine. Je vais essayer de vous montrer le plus possible via ces vidéos, mais vous allez voir que c'est quand même assez facile également à utiliser. Les formations à l'utilisation de la plateforme de trading, ça c'est votre plateforme de trading, c'est votre fournisseur d'accès. Ça prendra à mon avis maximum 1 heure. Et pour maîtriser tous les différents éléments, que tout roule bien, il faut environ 12 mois pour être vraiment à l'aise et commencer à pouvoir trouver du rendement. C'est pour ça j'offre la possibilité, pour ceux qui le veulent, d'avoir également un coaching qui pendant 12 mois va vous aider à encore mieux performer, encore mieux comprendre ce qu'il faut voir dans cette technique et via les séances live qu'on fait le samedi matin. On reparle toujours d'un point spécifique de la théorie et tout le monde est là, on est en groupe via YouTube et chacun pose ses questions et on essaye un peu d'avancer dans les analyses. On fait également des exercices d'analyse des valeurs qu'on a dans notre suivi de coaching et essayer également de détecter ensemble des nouvelles valeurs. Alors le programme, 2 choses principales pour les programmes, c'est bien sûr la plateforme de trading. La plateforme de trading, c'est votre broker, c'est votre banque. C'est l'intermédiaire qui vous permet de passer les ordres d'achat et de vente et la tenue d'un compte titre. Le programme d'analyse, afin de mettre en place les stratégies et les scénarios, c'est ProRealTime. ProRealTime est pour moi l'outil qu'il faut utiliser. Maintenant, vous êtes libre d'utiliser celui que vous voulez. Moi, j'ai aucune affinité particulière avec ProRealTime, mais ayant déjà essayé plusieurs programmes autres que celui-là, c'est toujours vers ProRealTime que je suis revenu parce qu'il a vraiment une puissance de calcul et des choses qu'on peut faire vraiment extraordinaires avec ce programme. Alors, votre plateforme de trading. On va vous poser des questions sur votre plateforme de trading. Normalement, c'est obligatoire, quoique j'ai déjà eu quelques personnes qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas eu de questionnaire investisseur. Normalement, c'est une norme européenne qui est obligatoire. Maintenant, si vous êtes chez un broker qui ne pose pas les questions investisseurs, peut-être que vous êtes chez un broker qui est basé dans les îles Caïmans ou autres paradis fiscaux hors Europe. À quoi sert ce questionnaire? Un peu à connaître votre expérience et vos connaissances par rapport au monde financier. Si vous répondez n'importe quoi à ce questionnaire, il se peut que quand vous allez vouloir acheter certains produits, genre des turbos, des ETF, des obligations ou même peut-être même des actions, votre broker vous dise vous ne pouvez pas acheter ce genre de produits parce que vous n'avez pas la connaissance ni l'expérience nécessaire. Malgré tout, ce n'est pas grave parce que si vous vous retrouvez devant ce blocage, vous pouvez cliquer sur un petit endroit dans la fenêtre, ça dépend des brokers, et qui dit c'est pas grave, je sais que je n'ai pas l'expérience, je sais que je n'ai pas la connaissance, mais je veux quand même acheter une obligation structurée. C'est possible. Alors, à quoi sert ce questionnaire s'il n'est pas contraignant? Il sert principalement à protéger la banque. Si jamais vous achetez un produit que vous ne connaissez pas bien et vous n'avez pas bien compris les principes de ce produit, si jamais vous perdez de l'argent avec ce produit, vous ne pourrez pas vous retournez vers votre fournisseur en disant j'ai acheté tel produit, vous m'avez laissé faire et je n'y avais rien compris, or j'ai perdu de l'argent. Le banquier ou le fournisseur vous dira directement écoutez monsieur, nous vous avions prévenu que vous ne pouviez pas acheter ce produit selon votre questionnaire, mais vous avez quand même décidé de le faire à vos risques et périls. Il est important également chez votre broker de comprendre les différents ordres d'achat et de vente. Ça, vous allez voir, tous les brokers, c'est un peu différent, même si de base, vous avez toujours les mêmes ordres, c'est-à-dire les ordres au marché, les ordres vente limite, les ordres achat limite, les ordres à distance du marché, quasiment toujours les mêmes ordres qui reviennent. Parfois, chez certains brokers, il y a un outil de recherche. Donc, admettons, vous voulez acheter quelque chose qui serait corrélé au pétrole ou à l'or, eh bien, votre broker vous propose une série de produits qui sont corrélés avec ces sous-jacents. Parfois, ils font également de l'analyse sur des titres. Alors, malheureusement, j'ai pu constater que souvent, ces analyses ne sont pas très poussées ou en tout cas ne sont parfois pas mis à jour, donc attention quand vous regardez les analyses de votre broker, regardez qu'il soit bien une analyse qui est pertinente par rapport aux critères que nous on recherche et ne vous contentez pas de prendre pour argent comptant ce qui est raconté en termes d'analyse chez votre broker. En Belgique, moi j'utilise KeyTrade et BingBank qui sont simples, fiables, avec des prix abordables. Un outil de recherche qui est pas trop mauvais, qui est même plus performant sur BingBank que sur KeyTrade. Et les analyses, j'avoue que j'ai jamais vraiment regardé. Alors, l'outil ProRealTime, magnifique outil que je conseille vivement, je le répète. Ouverture de compte gratuit pour avoir uniquement l'accès au journalier. Si vous voulez obtenir les cotations en direct, c'est possible aussi. Si vous voulez obtenir des graphiques à la minute, à la 5 minutes, 1 heure, 2 heures, 4 heures, c'est possible aussi. Mais alors là, vous devrez passer en compte payant.
Moi, depuis plus de 10 ans, je suis en compte gratuit chez ProRealTime. Pourquoi? Parce que je ne prends jamais mes décisions pendant l'évolution du marché, sauf pour les turbos, qui est quelque chose de différent, mais on le verra plus loin. Pour en tout cas l'achat et la vente d'actions, je ne prends jamais mes décisions pendant le marché, l'ouverture du marché, et je ne prends jamais mes décisions sur les unités inférieures à la journée. Ça ne m'intéresse pas de savoir ce qui s'est passé à 12h37 sur mon action. Moi, ce que je veux savoir, c'est à quel prix ça va clôturer. Donc, je fais toujours mes analyses en dehors des heures du marché, quand c'est pour des analyses journalières, et quand c'est des analyses hebdomadaires, il faut toujours les faire en dehors de la semaine, c'est uniquement pendant le week-end. La prise en main de ProRealTime, c'est assez intuitif, assez facile. Vous verrez, on fera des exercices ensemble. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Je vous expliquerai les différentes petites méthodes à mettre en place sur ProRealTime. C'est un outil d'analyse qui est vraiment très très complet, très très performant. Tous les outils que vous voulez chercher, tous les indicateurs que vous connaissez, ils sont tous dedans. Vraiment tous. Il y a même moyen de programmer soi-même des recherches. Ça, c'est la programmation screener. Donc, moi, dans ProRealTime, j'ai réussi à programmer un petit outil que je vous transmettrai également, dans lequel vous allez pouvoir, ProRealTime va rechercher à votre place les critères de la technique des impulsions, les critères Budget Investor, tout seul, vous n'avez plus rien à faire. Malgré tout, ils ont un système d'alerte qui est très très bien, qui vous permettra, si vous voulez, quand vous avez une action dont vous avez analysé vous l'action et vous trouvez que c'est un dossier qui est vraiment bien, et c'est là que je disais que l'analyse technique va vous permettre de choisir le bon moment pour rentrer dans une valeur, parce que si cette valeur que vous trouvez vraiment bien ne fait que latéraliser pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, c'est un peu dommage de bloquer du capital pour cette valeur. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez une alerte sur un niveau prédéfini pour cette valeur, et quand cette valeur aura enfin décidé à décoller et à vous apporter de la plus-value, eh bien ProRealTime vous préviendra et vous pourrez enfin rentrer dans l'action. Il y a également chez ProRealTime un outil de recherche qui est assez performant si vous voulez rechercher une action spécifique par marché ou par secteur. Alors, les sources d'information. 3 sources d'information principales. La meilleure pour moi, c'est Zone Bourse. Zone Bourse, pourquoi? Parce que c'est vraiment une très bonne équipe de rédaction. Ils font des analyses qui sont vraiment intéressantes. Ils regroupent également les articles qui sont publiés un peu partout dans le monde. Ils font même des traductions d'articles, donc vraiment une source d'information qui est assez intéressante. Il y a des possibilités d'avoir tout plein de classements, tout plein de palmarès. On peut également y placer des portefeuilles fictifs pour tester des stratégies. Donc ça, c'est vraiment super. Je ferai une présentation de ce site-là plus loin dans d'autres vidéos. Également Investing, qui est un deuxième site qui n'est pas mal, qui lui est pour l'instant 100% gratuit. Donc Zone Bourse a une partie qui devient payante quand vous êtes trop longtemps dessus, ou bien que vous voulez des informations un peu plus particulières. Je pense que c'est une vingtaine d'euros par mois, mais c'est quand même très très bien foutu. Ça vaut la peine de dépenser 20 euros par mois pour avoir toutes les infos qu'ils apportent. Investing, très très bien aussi, qui peut également apporter d'autres sources d'informations aussi géniales. Ça, je vous montrerai également une vidéo spécifique pour Investing. Et bien sûr, moi étant belge, j'ai choisi l'eco.be qui est également un site belge d'information spécifique pour nous, les petits belges et nos petites sociétés. Alors, comment est-ce qu'on fait pour rechercher une action qui a un haut potentiel? Parce que c'est très bien d'avoir une technique d'analyse, mais il faut quand même, on va pas passer son temps à analyser le marché dans son ensemble. Donc, il faut des outils qui vont nous permettre de trouver les actions à haut potentiel. Ces outils sont d'abord le screening ProRealTime que moi j'ai mis en place. Il y a également les alertes ProRealTime que vous allez programmer, et au fur et à mesure qu'elles vont se déclencher, vous verrez que ce sera pour vous montrer des actions à haut potentiel. J'expliquerai comment faire. Il y a le palmarès Zone Bourse. Je vous expliquerai également comment ça fonctionne. Mais il y a surtout les news, c'est-à-dire la théorie de la forêt à l'arbre, les news impactantes, bien sûr, comme la dernière en date, le coronavirus. Et c'est quoi la théorie de la forêt à l'arbre? Eh bien, le coronavirus a impacté certains secteurs plus que d'autres. Alors, impacté en positif ou en négatif. En négatif, le plus gros secteur impacté, c'est tout ce qui a été tourisme et aéronautique, forcément. Et en positif, secteur impacté, ça a été tout ce qui était biotechnologique et tout ce qui a été également technologie liée à l'Internet, à la communication à distance. Ça, ce sont les 3 forêts qu'on a pu rapidement identifier. Donc maintenant, dans chacune de ces forêts, il a fallu rechercher les arbres, c'est-à-dire les actions qui pouvaient profiter de cette nouvelle. Donc la théorie de la forêt à l'arbre, d'abord identifier le secteur et puis identifier
la forêt qui démarre. Si vous avez raté le démarrage d'un secteur, ce n'est pas grave. En général, c'est les grosses pointures qui décollent tout de suite, mais on a souvent les autres qui font du rattrapage, et donc on va pouvoir mettre des alertes dessus, comme ça, dès qu'elles vont démarrer, on sera là et on pourra en acheter également. Alors, question qui revient souvent également, c'est le capital pour commencer. Le capital pour commencer, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est d'abord un capital que vous pouvez risquer de perdre sans jamais avoir de problème. C'est-à-dire que vous ne devez pas mettre toutes les économies familiales dans la bourse, parce que si vous perdez ça, vous risquerez des gros soucis. Vous devez placer une partie que si vous la perdez, eh bien, c'est pas grave, vous pouvez continuer à payer votre maison, vous pouvez continuer à manger, vous pouvez continuer à honorer vos factures et partir en vacances. Selon les profils, ce capital, ça varie entre 5 et 25% de l'épargne. Alors pourquoi 5 et 25% de l'épargne? Pourquoi pas plus? Parce que de toute façon, sur votre épargne, vous devez laisser une petite partie en réserve, je l'ai expliqué tout à l'heure, pour faire face à différents problèmes si vous en avez besoin. Maintenant, tout ce qui dépasse ce petit matelas de prévision, vous pouvez l'investir dans autre chose que dans la bourse. Vous pouvez investir dans votre logement en faisant des travaux. Si vraiment vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez également investir par l'acquisition d'autres biens immobiliers, de terrains, de garages ou autre chose. Vous pouvez également investir via des fonds de pension pour vous plus tard, ou également investir dans des assurances vie. Tout ça fait partie de la sphère de l'investissement. L'investissement boursier peut représenter 25%, parfois plus pour certains avec l'expérience, ce qui est mon cas. Mais 25% de votre épargne, ça sera un bon début. Alors, débutant peut se lancer avec combien en bourse? Je pense qu'un minimum, c'est 10 000 €. On peut se lancer avec moins, c'est possible aussi. Par contre, ne rêvez pas qu'en investissant 500 €, vous allez devenir riche ou milliardaire, comme on voit parfois des publicités sur Facebook ou sur d'autres médias. Non, c'est faux. Il faut quand même investir un minimum, il faut investir beaucoup de temps et un minimum d'argent. Moi, je pense que 10 000 €, c'est un bon début. Pourquoi? Parce qu'avec 10 000 €, vous pourrez faire 10 lignes de 1 000 €. Alors, pourquoi j'ai défini ces 10 lignes de 1 000 €? Parce que pour analyser un graphique complet au départ, eh bien, il vous faudra, en tant que débutant, entre 5 et 10 minutes pour tout analyser, tout bien regarder, voir s'il y a des divergences, tracer des canaux, des fourchettes d'Andrews, tout ça. Allez, on va dire 10 minutes au grand maximum quand on est débutant. Maintenant, si vous avez 10 lignes et qu'il vous faut tous les soirs, si vous faites du stock picking, qu'il vous faut tous les soirs 10 minutes par ligne, eh bien, vous êtes parti pour presque 2 heures d'analyse tous les soirs dans votre bureau ou devant votre PC. Et à un moment, ça posera des problèmes si vous dépassez ce temps de 10 lignes. Pourquoi minimum 1 000 €? Parce que voilà, il faut compter les frais. Alors je sais qu'en France, certains brokers ont des frais vraiment ridicules par rapport à ces 1 000 €. Tant mieux pour vous. C'est pas notre cas en Belgique, malheureusement. On a toujours entre une quinzaine d'euros pour des allers-retours, parfois 20 € pour des allers-retours. Donc si on fait moins de 1 000 €, ça va commencer à avoir des frais importants. Et si c'est pour commencer du trading en ayant une action déjà à moins 10% ou moins 15% à cause des frais, ça ne vaut vraiment pas la peine. C'est pour ça qu'il faut au moins des lignes de 1 000 €. Après environ 12 mois, c'est-à-dire 12 mois de pratique, ça c'est comme dans tous les nouveaux boulots, quand vous commencez un nouveau travail, il vous faut au moins 1 an pour être à l'aise et bien comprendre toutes les procédures et toutes les choses qui sont à faire. Et bien après plus ou moins 12 mois, vous pouvez augmenter le nombre de lignes. Vous pouvez monter jusque 20 lignes. Parce que maintenant, pour moi, à m'analyser un graphique, moi, il me faut environ 2 minutes, quoi. Même pas. Donc voilà, je peux monter à 20 lignes, c'est pas un problème. Et je peux faire des investissements également supérieurs, entre 2500 et 500 €. Une fois que j'aurai bien maîtrisé la notion des stop-loss et la notion du risque et du money management qu'on verra un peu plus loin, je peux monter dans des montants plus importants. Quand même, rendez-vous compte que si vous faites 20 lignes à 5 000 €, vous avez déjà un portefeuille de 100 000 €, ce qui est déjà pas mal à gérer. Alors justement, le money management. Qu'est-ce que c'est le money management? Ce sont des règles de base qui vont vous permettre de protéger votre capital et qui vont vous éviter d'entrer dans des difficultés financières rapidement et de cramer votre compte. Alors j'ai lu plusieurs bouquins sur le money management. Les deux règles principales qui reviennent souvent, c'est la règle des 2 et des 6% qu'on va voir immédiatement. La règle des 2%, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est que je ne peux jamais risquer plus que 2% de mon capital dans une seule opération. Donc, prenons l'exemple où j'avais un capital de 10 000 €, c'est-à-dire que je peux risquer 200 € sur une ligne. Attention, ça ne veut pas dire que je dois acheter pour 200 €. Ça veut dire que si j'ai une action qui cote 12 € et que j'ai un stop
que je place à 10 euros, mon risque par action est de 2 euros. 12 moins 10, 2 euros. Ce qui veut dire que comme je peux monter à un risque de 200 euros, eh bien, je peux acheter 100 actions. Mon risque total sera donc de 200 euros pour cette ligne, ce qui représente un investissement de 1200 euros. Donc, j'ai investi pour 1200 euros et je sais que si ça se passe mal, eh bien, au pire, je récupère 1000 euros de mon investissement parce que j'ai un stop qui me permet de gérer cela. La règle des 6%. Alors, cette règle de 6%, elle est là pour vous protéger au niveau psychologique. Ok ? Donc, vous ne pouvez pas perdre plus que 6% de votre investissement par mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est le 10 du mois et que vous avez déjà perdu 6% de votre capital par rapport à vos stops, eh bien, vous ne devez pas reprendre de nouvelles positions. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans une psychologie où on est en pression, parce qu'on se dit j'ai déjà perdu 6% de mon capital, je dois absolument les récupérer et on commence à prendre des trades et à prendre des opérations qui ne sont pas justifiées, dont les critères ne sont pas vraiment bons, mais on se dit c'est pas grave, ça va passer quand même parce que je dois récupérer mes 6%. Et bien souvent ce qu'il arrive c'est qu'on s'enfonce de plus en plus en prenant des mauvaises décisions et en s'obstinant à forcer des trades. On perd 6%, on perd 7%, on perd 10%, et puis ça continue, et le compte est rapidement détruit. Ce qu'il faut faire quand vous perdez plus de 6% de votre capital, eh bien, vous ne faites plus rien. Vous fermez votre PC, vous ne faites plus d'analyse, vous vous relaxez, vous allez promener votre chien, vous sortez votre vélo, faites votre jardin, allez faire les magasins s'ils sont réouverts, faites ce que vous voulez, mais ne faites plus de trading. Réfléchissez calmement à ce qui s'est passé. Ok, j'ai fait des erreurs, ou bien simplement j'étais contre le marché, c'est pas grave. Je me calme, on arrête tout. Je vais relire une fois la technique Benjamin Investor, essayer de réanalyser des graphiques à froid sur des plateformes d'entraînement, et puis après, début du mois suivant, je peux reprendre mes investissements calmement. Pendant ce temps-là, vous laissez courir les lignes que vous avez toujours en place avec les stops qui sont placés, ils travailleront pour vous. Comment est-ce qu'on fait alors au début du portefeuille? On a un capital de 10 000 euros. Ludo, il a dit on peut investir 10 lignes. Ok, c'est bon, j'achète tout de suite 10 lignes. Non, il ne faut pas faire ça. Vous ouvrez au maximum 3 lignes qui comportent le fameux risque de 2% par rapport à la majorité de votre capital. Ce qui fait que votre capital sera exposé au fameux 6% de risque qu'on peut perdre par mois. On commence donc avec 3 lignes. Le cours évolue, les cours évoluent, et avec une bonne gestion des stop-loss, vous pourrez augmenter le nombre de lignes. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, vos stops qui vont ne faire que augmenter en fonction de l'évolution des cours, eh bien votre stop passera au-dessus du point d'entrée et votre risque sera égal à 0. Dès que vous avez une ligne qui a un risque égal à 0, vous pouvez ouvrir une 4e ligne pour reprendre du risque. Et au fur et à mesure que tous vos stop-loss vont monter, soit ils vont être déclenchés et la ligne sera perdante, vous serez sorti, ou soit les stop-loss vont monter et donc votre risque va diminuer et vous pourrez initier des nouvelles lignes jusqu'à arriver à un certain moment à un investissement maximum, exposition maximum, où tout votre portefeuille est exposé avec 10 lignes à 1000 euros. Voilà comment ce qu'on fait pour constituer un portefeuille dès le départ. On n'achète pas tout ce qui bouge en se disant je vais gagner partout. Non, on fait ça de manière structurée, on fait ça de manière calme, des bonnes analyses, un bon money management et tout ira bien. Alors comme vous l'aurez compris, comme je vous l'ai dit dans les propos qui précédaient, la plateforme d'analyse technique que j'utilise c'est ProRealTime. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ProRealTime, j'utilise la plateforme que vous voulez. C'est celle que moi j'ai choisie parce que je pense qu'elle est la plus facile et la plus étoffée pour pouvoir bien réaliser vos analyses techniques. Maintenant, si vous avez choisi de travailler également avec ProRealTime, sachez qu'au départ, cette plateforme n'est pas du tout configurée comme elle l'est maintenant. Et donc pour pouvoir configurer votre plateforme comme la mienne, il va falloir que vous changiez quelques paramètres. Et c'est pour ça que je vous invite à regarder la vidéo qui va suivre. Alors bonjour à tous, Ludovic pour belgianinvestor.be. Voici une petite vidéo présentation réclamée maintes fois pour vous montrer comment configurer votre plateforme ProRealTime comme la mienne. En effet, la plateforme ProRealTime, quand vous l'ouvrez, n'a pas du tout la même configuration que celle que je vous présente. Et si vous voulez pouvoir comprendre mes graphiques ou même suivre les formations et vous exercer ensuite à l'analyse technique des impulsions, il faut configurer la plateforme ProRealTime comme moi je le fais. Donc, voici la plateforme, comment moi je l'utilise. Elle est mise comme ceci, les indicateurs au-dessus, le prix en dessous.
Voilà, ici c'est quand j'ai le prix au complet. Mais au départ, la plateforme ProRealTime avec ma liste à moi des valeurs que je suis. Au départ, ProRealTime n'est pas du tout configuré comme ça. Quand vous allez l'ouvrir la première fois, vous aurez plutôt ceci. Ça charge. Voilà. Donc vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5 fenêtres, plus la grande fenêtre de travail qui est au-dessus. Vous avez 2 graphiques. Vous avez un espace où il y a votre liste d'ordre en attente si jamais vous travaillez avec les brokers recommandés par ProRealTime, ce qui n'est pas mon cas. Et vous avez votre portefeuille ici qui est présent si vous avez acheté des valeurs via les brokers ProRealTime. Une liste de valeurs qui est ici, qui est la liste des valeurs les plus populaires, et 2 graphiques, tous les deux sur l'euro-dollar, tous les deux en unités journalières, un avec différents indicateurs et différentes choses à l'intérieur, et l'autre avec aussi différentes choses à l'intérieur. Simplement, si vous mettez votre souris sur le graphique, vous faites avancer votre roulette, ça vous fait un zoom. Voilà, c'est un premier truc à savoir, c'est que vous pouvez zoomer et dézoomer n'importe quel graphique sans trop de problèmes, avec la petite roulette. Alors, je vais déjà commencer par enlever plein de fenêtres. Donc, je vais enlever cette fenêtre-ci, sur la fenêtre sur laquelle il n'y a pas les outils d'analyse. J'enlève cette fenêtre-là. J'enlève la fenêtre de la liste d'ordre et la fenêtre de portefeuille parce que je n'utilise pas le broker ProRealTime. Je vais balancer ma fenêtre graphique à gauche et ma fenêtre de liste à droite. Alors, la grande palette de tous les dessins ici de ProRealTime, j'en ai pas trop besoin parce qu'en fait, ils sont repris également le long du graphique. Donc ça, je peux aussi complètement le diminuer. Je tape ça dans un coin parce que c'est utile parfois. Je vais utiliser ma liste que je vais remettre à dimension. Ça, c'est un peu de travail esthétique. Ceux qui me connaissent un petit peu savent que moi, j'aime bien quand c'est tout beau, tout propre. Voilà. Première liste de valeurs. Ensuite, mon graphique, je vais le remettre ici dans le coin pour que vous puissiez le voir. Par défaut, il va se mettre dans les coins de votre PC. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Il va essayer d'occuper l'espace le plus possible. Il va se mettre contre et en bas. Ok, vous voyez toujours. Donc ici, j'ai déjà par défaut les bougies japonaises qui sont présentes. J'ai des lignes qui sont présentes là-dedans. J'ai des indicateurs qui sont présents. RSI et MACD, c'est justement 2 indicateurs qui nous intéressent aussi. Alors, concernant les petites lignes pointillées qui sont là avec un petit nuage au milieu, je sélectionne une des lignes, je fais clic droit, je mets supprimer. Je refais clic droit, supprimer. Je n'ai plus que mes bougies japonaises. Là-dedans, je dois ajouter mes bandes de Bollinger. Donc, je vais ici dans indicateur. J'ai une fenêtre qui s'ouvre avec tous les indicateurs possibles et imaginables que vous avez envie d'essayer, de mettre, faites ce que vous voulez. Moi, ce que je vais mettre, c'est les bandes de Bollinger. Je tape Bollinger. Je vois qu'il y a plusieurs sortes sur Bollinger. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les bandes de Bollinger sur le prix. Je clique 2 fois dessus. J'ai des propositions où je peux changer tout ce que je veux. La moyenne mobile 20 périodes, c'est celle que j'utilise. Moyenne mobile simple. Et les couleurs, je ne les modifie pas. La ligne centrale, c'est la bande de Bollinger. C'est la moyenne mobile 20 périodes. Elle est en pointillé pour pouvoir faire la différence avec les lignes extérieures qui sont les bandes de Bollinger supérieures et inférieures. Si vous voulez mettre cette ligne en très plein, voilà, elle est en très plein. Mais moi, pour ne pas vraiment la confondre et visuellement plus rapidement la repérer, je la laisse en pointillé par défaut. Donc rien à changer en fait dans la configuration de base de ProRealTime. J'ai déjà mes bandes de Bollinger. Là-dessus, je vais ajouter encore 2 moyennes mobiles. La première étant la moyenne mobile 7 périodes et la moyenne mobile 100 périodes. Je retourne dans indicateur. Là, je tape moyenne. Si je veux, je mets mobile. Hop. Moyenne mobile. Et j'ai la série des moyennes mobiles qui est ici. Moi, celle que j'utilise, c'est la SMA, la moyenne mobile simple. Je clique 2 fois dessus. J'ai une fenêtre qui s'ouvre. Par défaut, il me propose une moyenne mobile 50. Alors, moi, j'ai dit que je voulais une 100 et une 7. Comme c'est en couleur bleue et que la couleur bleue, pour moi, ça correspond à la moyenne mobile 7, je marque 7. Je fais un petit clic n'importe où. Et hop, vous voyez, la moyenne mobile est devenue ici, moyenne mobile 7 périodes. Je ferme ma fenêtre. Ok, c'est bon, j'ai ma moyenne mobile 7. Je dois ajouter ma 50. Indicateur. Moyenne mobile. La SMA,
clique 2 fois dessus, une fenêtre apparaît, elle est toujours bleue et toujours 7. Mais maintenant, moi, je veux 100. Je tape simplement 100, je mets un petit clic n'importe où, hop, moyenne mobile 100 est apparue ici, mais elle est bleue. Pour ne pas la confondre avec les autres, moi, j'aime bien la mettre en rouge. Voilà. Et je ferme ma fenêtre. Donc voilà mon graphique, vous avez maintenant le même graphique que moi, c'est-à-dire la moyenne mobile 100 en rouge, la moyenne mobile 7 en bleu et la moyenne mobile 20 en pointillé mauve, mais également les bandes de Bollinger. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer aux indicateurs. Alors, le volume n'est pas mesurable sur les devises, impossible. Si vous avez un jour un opérateur qui vous propose un volume sur des devises, c'est simplement le volume interne à la plateforme. Ce n'est pas le volume général de trade dans le monde, parce qu'il est impossible de savoir le volume de trade de l'euro-dollar dans le monde. Il faut être connecté à toutes les plateformes existantes. Donc ça, c'est pas possible. Alors, je vais prendre autre chose dans les valeurs. Là, j'ai tout plein de listes. Bah, je prends une valeur n'importe laquelle. Tac. Voilà, donc même chose. Mon graphique ici, il est terminé, j'ai plus rien à faire. Là, je voudrais ajouter l'OBV. Les indicateurs que j'utilise, c'est RSI, MACD, OBV. Alors, indicateur, et je tape simplement OBV. Et il est là, One Balance Volume. Je clique 2 fois dessus. Il apparaît. Il est ici en dessous. Alors, si vous voulez voir un indicateur en grand, vous mettez votre flèche dans la fenêtre de l'indicateur, faites un clic droit, il est marqué agrandir le graphique. Voilà, vous avez votre OBV en grand. Alors mon OBV à moi, il n'est pas comme ça. Ça c'est l'OBV que vous avez, vous, de départ dans la plateforme. Vous devez venir sur le petit nom OBV, faites un clic gauche, configurer. Alors dans cet OBV, moi j'ajoute une moyenne mobile. Ajouter un indicateur, même chose, dans la zone de recherche, je marque moyenne. Et je cherche ma SMA, elle est là, moyenne mobile. Alors, il me remet la dernière moyenne mobile que j'ai utilisée, mais moi ce que je veux c'est une 50. Et ici je la mets en bleu. Vous mettez la couleur que vous voulez, hein, ça n'a pas d'importance, mais voilà. J'ai déjà ma moyenne mobile et mon OBV. Ce que je dois faire maintenant, c'est, j'aimerais bien remplir l'espace qui est en dessous de l'OBV pour vraiment voir un graphique plein qui évolue. Donc je vais dans OBV, je marque configurer OBV, et là je mets ajouter remplissage. Alors, le remplissage se fait au-dessus de l'OBV, et moi je le veux en dessous. Je supprime ce qui est au-dessus, voilà. Et je mets plus de contraste sur ce qui est en dessous. Alors, quand l'OBV... Voilà. Oh, pas en vert, hein, s'il vous plaît. Donc j'ai changé ici, j'ai mis plus ou moins l'infini. Donc tout ce qui est en dessous de l'OBV sera en couleur. Mais moi j'aime pas cette couleur-là. Je sais pas ce qu'ils ont été me mettre comme couleur. Allez, mettons-nous un truc comme ça. Mais un peu moins trash. Voilà. Vous pouvez mettre ça comme ça. Ça, vous avez votre OBV qui est ici, qui évolue. Et vous voyez bien le contraste entre les volumes acheteurs et les volumes vendeurs. D'accord ? Ensuite, vous faites un clic droit n'importe où dans la fenêtre et réduire le graphique. Voilà, vous avez votre OBV. Votre MACD d'office, il est configuré comme il faut. Il n'y a pas de problème. Maintenant, il nous reste le RSI. Le RSI, si je veux l'agrandir pour pouvoir le travailler, je mets ma flèche RSI un peu n'importe où dans la fenêtre. Je fais clic droit, agrandir le graphique. Voilà, mon RSI en grand avec ces deux lignes classiques et son utilisation classique, comme je vous ai déjà expliqué ou comme je vous expliquerai dans les prochaines formations. Avec les deux lignes 30-70. Je fais ici, clic gauche, configurer. Donc, les lignes horizontales qui sont là, je vais cliquer sur ligne horizontale, je vois qu'il y en a deux, 30-70. Moi, dans mon RSI, j'en utilise 4. J'en rajoute une et deux. Alors, la ligne 30, ça m'intéresse pas, moi je mets 20. La ligne 70, ça m'intéresse pas, je mets 80. Vous voyez au fur et à mesure sur votre graphique les lignes qui bougent. Ici, ce qui m'intéresse, c'est une ligne 40. Et j'ajoute en plus une ligne 60. Voilà, toutes mes lignes sont maintenant présentes sur mon graphique.
Alors, ce que je veux, c'est avoir le RSI qui passe en couleur quand il est en dessous de 20, qui passe en couleur quand il est au-dessus de 80, et pouvoir dessiner, mais remplir plutôt, la zone du milieu, qui est la zone neutre. Je retourne là, configurer, je vais dans ajouter remplissage. Alors, il met des couleurs par défaut, et j'ai toujours des choses qui conditionnent un espace par rapport à un autre. Si l'espace 1 est supérieur à l'espace 2, il se passe telle chose. Si l'espace 1 est inférieur à l'espace 2, il se passe autre chose. Première chose, remplir l'espace entre 60 et 40. Donc je choisis la ligne 40, je choisis la ligne 60. Voilà. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Vous essayez, si ça marche pas, c'est que c'est l'autre. Ma ligne 60 est remplie de cette couleur-là, pour mettre la couleur que vous voulez. Je sais pas moi, un petit peu de truc comme ça, un peu neutre. Hop, opacité moyenne. Alors si vous changez l'opacité, ça change la couleur aussi. Vous voyez. Ok, on a rempli l'espace du milieu. Maintenant, je veux que mon RSI soit coloré s'il est en dessous de 20 ou s'il est au-dessus de 80. Donc d'abord ici, RSI, ok, par rapport à la ligne 20. Et je veux que quand ce soit la ligne 1, donc le RSI, qui passe en dessous de la ligne 20. Donc c'est cette partie ici. Cette partie-là ne m'intéresse pas. Le RSI, quand il passe en dessous de 20, j'enlève ça. Non, ça c'est au-dessus de 20, idiot. RSI, quand il passe en dessous de 20, je dois le mettre en vert. Avec une opacité totale. Donc maintenant, quand je vais avoir mon RSI qui va être inférieur à ma ligne 20, il sera en vert. Et ensuite, je veux que mon RSI passe en rouge quand il est au-dessus de 80. Donc, quand le RSI est au-dessus de 80, je le mets en rouge. Opacité totale, donc fort rouge, fort vert, et au milieu neutre. Donc j'ai configuré mes couleurs normalement. Donc je dois aller vérifier si c'est bon. Donc je rappelle, au milieu, entre 60 et 40, je mets en couleur. Quand le RSI est en dessous de la ligne verte, donc la ligne 1 est en dessous de la ligne 2, je le mets en vert. Et quand le RSI est au-dessus de la ligne 80, donc le RSI est au-dessus de 80, je mets en rouge. Je vois déjà bien que mon RSI ici, quand il est passé en dessous de 20, il était en vert. Donc il faut que je trouve sur cette valeur s'il y a un endroit où il était en rouge. Je connais pas la valeur, c'est une valeur autrichienne. Ben, il n'a jamais été en rouge. Prenons une autre. Ah ben voilà, ici vous voyez, on a vraiment le bel exemple. Le RSI, quand il passe au-dessus de 80, il est en rouge. Quand il passe en dessous de 20, il est en vert. Et au milieu, on a la zone neutre. Je remets diminuer le panneau. Et voilà, j'ai mon graphique qui est ici. Mes bandes de Bollinger, mes moyennes mobiles, mon RSI, mon MACD et mon OBV. Maintenant, je pense qu'il y a moyen de mettre le graphique en dessous de tout ça. Alors, comment faire? Là, je vais chercher un petit peu avec vous. Voilà, déplacer vers le bas. Hop, il a sauté un indicateur. Je clique sur le prix. Déplacer vers le bas. Il a sauté un deuxième indicateur. Je clique sur le prix. Déplacer vers le bas. Hop, il saute un nouvel indicateur. Et vous avez maintenant vos trois indicateurs au-dessus. Et votre fenêtre de prix en dessous. Donc voilà comment on fait pour configurer la plateforme. Concernant les listes, c'est une question que j'ai déjà eue souvent. Comment on constitue une liste? Comment on la gère? Ah ben, c'est le dernier point que je vais développer avec vous aujourd'hui. Dans la partie liste, vous allez sur la petite clé ici. Vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Vous voulez créer une nouvelle liste. Voilà. Vous l'appelez nouvelle liste. OK. Vous avez une nouvelle liste. Elle est là, il n'y a rien dedans. Si vous voulez y entrer une valeur, vous connaissez déjà ce que vous voulez y mettre, vous tapez les valeurs que vous voulez. Eurobio, hop, ça apparaît. Je mets Eurobio. Je veux mettre Apple. Apple, voilà, il est là. J'ai déjà deux valeurs dans ma liste. Ce qui veut dire que maintenant, quand je sélectionne Eurobio, ben, elle apparaît avec mes indicateurs. Je choisis Apple, elle apparaît avec les indicateurs aussi. Si je veux voir uniquement mon graphique et je veux plus voir mes indicateurs, je peux toujours faire ici, agrandir le graphique de prix. Et voilà, j'ai mon graphique en grand.
Maintenant, si Apple, je décide que je veux plus le suivre dans ma liste, cette liste, voilà, c'est pas pour ça, je veux plus suivre Apple. Ben, je vais n'importe où dans le graphique, à un endroit où il n'y a rien, je fais un clic droit, et j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Dans le fond de cette fenêtre est marqué enlever de la liste. Vous choisissez de quelle liste vous voulez enlever. Je veux l'enlever de la nouvelle liste. Voilà. Juste enlever de la nouvelle liste. J'ai plus que Eurobio pour l'instant dans ma liste. Si par hasard je vais visiter, je ne sais pas moi, quelque chose en Finlande, je choisis une valeur X, Y, Z, et je trouve que cette valeur est intéressante. Et je veux la mettre dans ma liste de suivi. Je fais également un endroit où il n'y a rien, clic droit de la souris, ajouter dans la liste, et dans quelle liste je l'ajoute? Je la liste dans la liste nouvelle. Je vais ici dans ma gestion de liste, je vais chercher ma liste nouvelle, et je vois que la valeur que j'ai choisie est maintenant reprise dans cette liste. Si un jour j'ai envie de supprimer cette liste parce qu'elle ne me sert plus, je retourne sur la petite clé, je suis dans ma liste ici, qui s'appelle la liste nouvelle, et je mets supprimer cette liste. Il me demande est-ce que je veux supprimer la liste nouvelle. Ok, elle est supprimée. Et je me retrouve avec d'autres valeurs. Voilà. Si vous avez besoin encore d'explications, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou me poser la question lors d'une formation ou lors d'un live et je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors nous voici arrivés à la fin de cette première vidéo, donc je suis quasiment certain que vous avez le sentiment de vous être fait rouler, parce que vous avez trouvé ça très très simple, hein, des trucs certainement que vous connaissiez déjà, mais moi je préfère toujours recommencer dès le départ, afin d'être certain qu'on ne va pas tirer derrière nous des casseroles et des fausses a priori, afin de pouvoir progresser et de pouvoir avancer le plus rapidement possible, car vous savez quand même bien qu'il faut d'abord apprendre à marcher avant de pouvoir courir. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.